Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Dans cette vidéo, on va parler du protocole Spanning Tree. Je vous rappelle ce qu'on a vu dans le premier chapitre qui parle des réseaux locaux. On a dit que dans un LAN, on trouve généralement un répartiteur général auquel sont cascadés plusieurs sous-répartiteurs. Dans chaque sous-répartiteur, ou bien dans chaque armoire informatique, on va trouver un switch, et sur ce switch que seront connectés les PC, les machines, mais aussi les cascades qui relient les différentes armoires informatiques. Alors supposons qu'il y a un problème sur l'une de ces cascades. Dans ce cas, tous les utilisateurs de cette armoire seront déconnectés du réseau, n'est-ce pas? Donc il va falloir réparer cette cascade. Pendant le temps de la réparation, tous les PC et toutes les machines connectées sur ce switch n'auront plus accès au service du réseau. C'est pourquoi on s'est dit pourquoi pas ne pas avoir une connexion de redondance, une autre cascade entre ces deux switches, de telle façon à ce que si on perd ce lien, donc on a toujours un autre chemin vers les deux autres switches. Oui, ça peut marcher comme ça, sauf qu'on a découvert que ça va engendrer beaucoup de problèmes. Parmi ces problèmes, voyons ça, supposons qu'on a donc voilà nos trois armoires informatiques avec les trois cascades. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une boucle physique. D'accord? Alors supposons que cette machine d'adresse MAC A va envoyer une trame vers une autre machine d'adresse MAC D. Mais il se trouve que la machine d'adresse MAC D n'est plus connectée sur le réseau et qu'aucun switch ne connaît où se trouve cette machine. Donc si vous vous rappelez bien ce qu'on a vu dans la vidéo qui parle des réseaux locaux, on a dit que chaque switch va consulter sa table de commutation. Et puisque la table de commutation ne connaît pas où se trouve la machine D, on a dit que le switch va diffuser la trame sur tous les ports du switch, à l'exception du port numéro 1. Pourquoi? Parce qu'il a reçu la trame sur le port numéro 1. D'accord? Donc on va diffuser la trame sur tous les ports, y compris sur les cascades. Donc une copie de la trame va arriver à chaque switch, Y et Z. Chaque switch va faire le même raisonnement. On va consulter les tables de commutation. On ne connaît pas où se trouve D, donc on va diffuser. Ainsi de suite. Donc qu'est-ce qu'il y a? Il y a une boucle de commutation. Donc la boucle physique qu'on a voulu faire pour remédier au problème de la cascade va engendrer une boucle de commutation. Donc on ne veut plus de boucle de commutation. Tout ça avec un message unicast. Que dire s'il s'agit déjà de messages multicast? Donc sûrement aussi les messages multicast et de diffusion engendrent aussi le même problème. D'accord, donc ce qu'on veut c'est quelque chose comme ça. Quand les deux cascades sont en bon état, donc cette troisième est désactivée, de telle façon à ce que la boucle de commutation n'ait pas lieu. Mais si jamais il y a un problème sur la cascade, on veut qu'il y ait une activation automatique de cette cascade de secours. D'accord? Maintenant, donc la question qu'on va se poser, étant donné un réseau local avec plusieurs switches et avec plusieurs cascades en redondance, comment va-t-on trouver les cascades qui seront fonctionnelles et celles qui seront de secours? Pour cela, on a inventé un protocole qui s'appelle le Spanning Tree Protocol. En fait, c'est un algorithme qui va être exécuté par tous les switches pour déterminer les cascades qui seront fonctionnelles et celles qui seront en veille en attendant qu'une cascade fonctionnelle ait un problème. D'accord. Donc le principe du Spanning Tree, donc étant donné ce réseau, par exemple, d'accord, on va essayer de construire un arbre. Pourquoi un arbre? Parce qu'en voyant un arbre, il n'y a pas de boucle entre deux branches. N'est-ce pas? Il n'y a pas de boucle entre les branches. Et c'est exactement ce qu'on veut. On a vu qu'on ne veut pas une boucle physique entre les switches. Donc, pour passer d'une branche à une autre, on passe toujours par le tronc ou bien par la racine.
C'est aussi ce qu'on veut. Pour passer d'un switch à un autre, on passe toujours par la racine, ce qu'on appelle en anglais root, ce que le spanning tree appelle root, d'accord? Donc par exemple, on va décider que ces cascades en pointillés seront bloquées et que celles-ci seront fonctionnelles. Ici, ainsi, on a éliminé les boucles physiques, donc il n'y aura plus de boucles de commutation, n'est-ce pas? D'accord, donc on va construire un arbre. Donc cette architecture, ça ressemble à un arbre. On trouve la racine et puis les branches. Une branche, 2, 3. D'accord? Ok, maintenant, donc la question, déjà comment trouver la racine? Donc ça c'est parmi les questions que se pose résoudre le spanning tree protocole. Et puis, en voyant les états des ports, on trouve des ports qui sont fonctionnels et d'autres ports qui sont bloqués. Donc le spanning tree permet aussi de trouver les ports qui sont fonctionnels, ils sont appelés forwarding, et les autres ports qui sont bloqués, en état de blocking. Donc à peu près c'est ce qu'il va faire le spanning tree. Il va déterminer le switch route et puis l'état de tous les ports de cascade entre ces switches. Voyons l'algorithme du spanning tree. L'algorithme du spanning tree se fait en 4 étapes. Première étape, c'est bien évidemment, on va déterminer le switch route, la racine. D'accord, comment va-t-on trouver ce switch? Donc déjà, comme remarque, le spanning tree est fonctionnel par défaut normalement dans votre switch. Donc si vous avez un switch qui supporte le spanning tree, donc ce protocole normalement il est activé par défaut. Donc quand vous allez placer votre switch sur votre réseau, il va exécuter automatiquement l'algorithme spanning tree. Alors première étape, déterminer le switch route. Pour ce faire, on va faire des élections. Chaque switch va prétendre que c'est lui le switch route et il va annoncer son identité à tous les autres switches voisins par un message spécial qui s'appelle BPDU. Alors, commençons par le mot voisin. Il va annoncer son identité à tous les switches voisins. En fait, le switch ne connaît pas ses voisins parce que sur un port d'un switch, il se peut que c'est une machine, c'est un PC qui est connecté, ou bien il se peut aussi que c'est un switch qui est connecté sur ce port. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer ces messages BPDU sur tous ces ports. En fait, il va envoyer le message BPDU sur tous les ports connectés. S'il s'agit d'une machine classique, votre machine va ignorer le message BPDU, mais s'il s'agit d'un switch, donc ce switch, il va traiter le message BPDU. D'accord? Maintenant, on a dit qu'il va envoyer son identité. C'est quoi déjà l'identité d'un switch? On définit l'identité d'un switch, ou bien le protocole spanning tree définit l'identité d'un switch par deux valeurs. La priorité, ça c'est une valeur qu'on peut changer manuellement. Elle est définie par défaut, mais on peut la modifier. Et puis l'adresse MAC du switch. D'accord? Puisque l'adresse MAC est unique, donc on ne peut pas trouver de switch qui ont la même identité. D'accord? Alors, si un switch X reçoit d'un switch Y un BPDU, donc switch Y voisin, s'il reçoit un BPDU annonçant une identité inférieure, donc elle est meilleure à celle qui possède, alors X va annoncer Y en tant que le switch racine. C'est-à-dire, moi je suis un switch X et je prétends que c'est moi le switch route. Mais je reçois un BPDU d'un switch voisin, appelé ici Y, et je trouve que l'identité de Y est meilleure que la mienne. Comment ça? En fait, elle est inférieure. Donc en spanning tree, une identité inférieure est meilleure. D'accord? Donc je vais arrêter de prétendre que c'est moi qui est le switch route et je vais continuer à générer des BPDU et à les envoyer, mais en annonçant le switch X en tant que switch route.
D'accord? Alors, comment comparer deux identités? On a dit que l'identité inférieure est meilleure. Mais comment comparer l'identité? Alors, si identité 1 est inférieure à identité 2, pardon, si priorité 1 est inférieure à priorité 2, donc automatiquement, je conclus que identité 1 est inférieure à identité 2. Dans ce cas, identité 1 est la meilleure. D'accord? Et si jamais j'ai gardé la valeur par défaut, par exemple, de la priorité, dans ce cas, donc, je dois comparer les adresses MAC pour trouver l'identité la meilleure qui est la plus inférieure. D'accord. Et donc, comme ça, les switches vont s'échanger ces messages BPDU jusqu'à ce qu'à la fin, il y aura une élection d'un seul switch qui est le switch root, qui est donc l'identité la plus inférieure. Voyons des exemples pour comprendre un peu ça. Donc là, ici, j'ai trois switches. Chaque switch, au début, va envoyer des BPDU en annonçant que c'est lui le switch root. Mais après, le switch B, par exemple, il va reçu les BPDU de A avec une priorité 30 768. Entre parenthèses, la priorité par défaut est 32 768. C'est pourquoi B et C ont la même priorité, parce que c'est la valeur par défaut. Mais là, il se trouve que c'est l'administrateur de ces switches qui a changé la valeur de la priorité manuellement. Donc, il veut imposer que le switch A soit le switch root. Donc, il va changer la valeur de la priorité. D'accord? Donc, quand B va recevoir un BPDU annonçant l'identité de A avec une priorité inférieure, donc on décide que c'est le switch A qui devient le switch racine. De même pour le switch C. D'accord? Et B et C vont continuer à envoyer des BPDU en annonçant que c'est le switch A qui est le switch root. D'accord? Donc ici, le switch root, c'est le switch A. D'accord? Exemple 2. Là, on a gardé la valeur par défaut de la priorité, donc on doit comparer l'adresse MAC. D'accord? L'adresse MAC la plus inférieure est la meilleure. Donc, c'est le switch C, 222 ici. Donc, voilà le switch root. Alors, parlons de BPDU, voyons un peu de détails sur le BPDU, à quoi ça ressemble. Donc, supposons ici qu'on a trois switches, R1, R2 et R3. Donc, à un certain moment, R2 va annoncer à R3 que le switch root, c'est R1. Pourquoi? Parce qu'en voyant ici, par exemple, les adresses MAC, donc je suppose que la priorité est la même pour les trois switches. Donc, on va comparer les adresses MAC, CC00, CC01 et CC02. Donc, là, c'est clair que le root, c'est R1. Donc, R2, il va annoncer à R3 qu'il connaît un switch qui est R1, qui est le switch root, à travers le message BPDU. Voyons donc, en capturant les trames BPDU ici, donc j'ai capturé les trames ici au niveau de cette cascade. On voit déjà que le spanning tree est encapsulé dans l'Ethernet automatiquement et pas par le IP, donc pas besoin d'avoir des adresses IP au niveau des switches. Et qu'est-ce qu'on trouve ici? On trouve bridge identifier. En spanning tree, quand vous trouvez bridge, c'est-à-dire switch. D'accord? Donc, ça c'est quoi? Ça c'est l'identificateur du switch qui a envoyé ce message BPDU. Dans notre cas, c'est le switch R2. R1 n'envoie pas un BPDU à R3. R1 envoie des BPDU seulement à R2. Et puis c'est R2 qui va envoyer des BPDU à R3. Donc on trouve l'identificateur du switch qui a envoyé le BPDU. Donc ça c'est l'adresse MAC. Vous voyez bien ici la priorité. Parce qu'on a dit que l'identificateur d'un switch est composé de deux parties. Priorité et adresse MAC. D'accord? Et qu'est-ce qu'il dit ce switch? Il dit que l'identificateur du route, c'est celle-ci. Priorité par défaut et puis l'adresse MAC. Ça, c'est l'adresse MAC de qui? De R1. D'accord? Donc voilà à quoi ressemble un BPDU. On trouve aussi un autre champ assez important qui s'appelle cost.
le coût, combien ça coûte à R2 pour arriver au switch route. Il dit 19. Mais 19 quoi? En fait, ce nombre 19 est relatif au débit de la cascade. Parce qu'il y a un tableau qui attribue à chaque vitesse, à chaque débit, un coût. Donc ici, on a un débit de 100 mégabits par seconde entre R1 et R2. En consultant le tableau, 100 mégabits, donc ça veut dire un coût de 19. Donc R2 informe R3 qu'il connaît un switch route qui a cette adresse MAC, et R2, pour arriver à R1, ça lui coûte 19. Pourquoi 19? Parce que le débit ici est 100 mégabits. D'accord? Donc on va utiliser après ce paramètre pendant le fonctionnement de l'algorithme du spanning tree. D'accord. Donc je suppose qu'on a déterminé le switch route. Ok. Maintenant on va déterminer sur les autres switches. Donc on va laisser le switch route à part et on va aller sur chaque autre switch, et sur chaque autre switch il y a un port assez particulier qui s'appelle route port. Alors le route port, c'est celui qui a le coût cumulatif le plus inférieur par rapport à la racine. Ça veut dire quoi, coût cumulatif? Alors le coût, on a vu ce que c'est le coût. On a dit que ça dépend du débit. Voyons ici un exemple pour comprendre le coût cumulatif. Tout à l'heure, on a vu que R2 informe R3 que ça va lui coûter 19. Pourquoi 19? Parce que c'est 100 mégabits. Ça va lui coûter 19 pour arriver au switch R1. D'accord? Ça, c'est R2 qui informe R3. Maintenant, voyons R3 quand il va informer R4, quand il va lui envoyer un BPDU. Donc maintenant, je capture ici, pas ici. D'accord? Tout à l'heure, j'ai capturé ici. Maintenant, je capture la trame BPDU ici. Donc, je trouve, ça c'est l'identificateur du switch qui a envoyé la trame, CC02. Donc, c'est bien le switch R3. Il informe qu'il connaît un route qui est CC00. D'accord? Mais maintenant, le coût, combien? 38. Pourquoi 38? Parce que R3, quand il a reçu le message de R2, R2 lui a dit ça me coûte 19 pour arriver à la racine. Maintenant, R3, il va voir le débit de cette connexion, de cette cascade. Il va ajouter le coût de cette cascade, qui est aussi 19. Donc, il va déduire que ça va lui coûter 19 plus 19 pour arriver au switch route, c'est-à-dire 38. D'accord? Donc, le route port, c'est le port du switch qui a le coût cumulatif le plus inférieur par rapport à la racine. Voyons ça en quelques exemples. Alors déjà, on a déterminé que le switch route, c'est le switch A. Maintenant, sur chacun de ces deux autres switches, on va déterminer le route port. Alors le route port, par exemple pour le switch B, c'est soit 3, soit 4. Pourquoi? Parce qu'on a deux chemins vers la racine. Mais on va voir le coût cumulatif de chaque port. Combien ça me coûte en partant du port 3 pour arriver à la racine. Donc en utilisant ce tableau, ça va me coûter ici 19 parce que le débit est 100 mégabits. Et pour arriver ici, par ici, à la racine, donc ça va me coûter 19 plus 19, c'est-à-dire 38. On a dit que le chemin le plus important, c'est celui qui a le coût le plus inférieur, n'est-ce pas? Donc, est-ce que c'est le port 3 ou bien le port 4 qui est route port? C'est bien sûr le port 3. D'accord. Faisons le même raisonnement ici. On trouve que c'est le port 4. D'accord? Donc ça c'était la deuxième étape. Première étape, déterminer le switch route. Deuxième étape, trouver sur chaque switch, autre que le switch route, le route port. Voyons notre exemple. Maintenant, toujours pour le switch B, j'ai deux chemins vers la racine, port 3 et port 4. Le port 3,
ça va me coûter 19. Pour le port 4, ça va me coûter 1 giga, c'est-à-dire 4. Et puis 1 giga 4. 4 plus 4, ça fait 8. Ah, maintenant, c'est pas le port 3 qui est le plus intéressant. Maintenant, c'est le port 4 qui a le coût le moins faible. Le plus faible, pardon. Dans ce cas, c'est le port 4 qui est route port. Alors, maintenant, si je me place au niveau du switch C, le port 4 a un débit de 1 giga, donc le coût c'est 4. Mais si je passe par le port 3, il me faut 4 plus 19. Donc, c'est évident que c'est le port 4 qui est le route port. D'accord? On continue avec un troisième exemple. Là, je me place au niveau du switch P. Le port 3 du switch P, il me faut un coût de 4. Et là, j'ai un débit de 10 giga et 10 giga. 10 giga, c'est-à-dire 2. 2 plus 2, ça va faire 4. Ah, là, les deux ports ont le même coût. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va choisir le port R3 ou bien R4? En fait, dans ce cas, on va voir le switch adjacent. On va choisir lequel des deux switches adjacents a l'identité la meilleure. C'est-à-dire, le port 3 reçoit des PPDU du route, n'est-ce pas? Ok. Et le port 4 reçoit des PPDU à partir du switch C. Lequel des deux switches a une identité meilleure? On a dit que l'identité est formée par priorité et adresse MAC. Donc en comparant ici les priorités, donc ici c'est 30 768, c'est inférieur à 32 768, donc automatiquement, lequel des deux switches est meilleur? Bien sûr, c'est le switch A. Ainsi, donc on va choisir le port 3 comme étant route port. Maintenant, on va au switch C. Alors, pour le switch C, pour arriver à la route, j'ai un débit de 10 giga, donc le coût ici c'est 2. D'accord? Et maintenant, sur le port 3, j'ai un coût de 2 plus 4, 6. Donc là, automatiquement, c'est le port 4 qui est route port. D'accord? On va finir avec le quatrième exemple. Donc, c'est le switch A qui est le switch route. Maintenant, au niveau du switch B, j'ai deux chemins vers la racine. Premier chemin sur le port 3, qui a un coût de 19. Et un deuxième chemin à partir du port 2, qui a aussi le même coût. On a dit, d'après l'exemple précédent, que normalement, on devrait voir les identités des switches. Mais là, il s'agit de même switch qui envoie les PPDU. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, le nouveau critère qu'on va utiliser, c'est l'identificateur du port. Mais de quel port? En fait, c'est pas le port local, mais plutôt, c'est le port à partir duquel le BPDU a été envoyé. Donc, c'est le port distant, ici du switch A, à partir duquel le BPDU a été envoyé. Comment B connaît l'identité de ce port? Ça se trouve au niveau du message BPDU. Donc au niveau du message BPDU, donc ça c'est par exemple un message BPDU. Donc on trouve port identifier. C'est quoi port identifier? En quelque sorte, donc ça identifie le port distant. Bien sûr, le port inférieur qui a l'identité inférieure est toujours meilleur. Donc ici j'ai port 3 et port 4. Donc je vais choisir le port 3. Donc c'est ce port 3 qui est route port. Regardez ici. Si c'était le port local inférieur,
Donc j'aurais dû choisir 2. Mais là je choisis 3. Pourquoi? Parce que 3 est inférieur à 4. D'accord? Alors règle numéro 1, tous les routes ports sont en mode forwarding. Ils sont fonctionnels. Ils ne seront pas bloqués. D'accord? Ils ont le meilleur chemin vers la racine. D'accord, donc on va appliquer ça. Ici, j'ai le port 3 du switch B et le port 4 du switch C qui sont route port. Donc, je vais déclarer qu'ils sont en mode forwarding. Arrivons à la troisième étape. Maintenant, sur chaque segment, sur chaque cascade, on va déterminer ce qu'on appelle les designated ports. C'est quoi ce designated port? Avant de voir le designated port, je veux parler de la notion de segment. En fait, quand je dis segment, je veux parler de ces cascades. Là, j'ai 3 segments, j'ai 3 cascades. D'accord? Mais, en fait, il se peut que j'ai une architecture comme ça. Dans ce cas, combien j'ai de segments? Vous pensez 5? Non. En fait, on a toujours 3 segments. Pourquoi? Parce qu'un segment, ça correspond plutôt à un domaine de collision. D'accord? Donc, combien j'ai de collisions? Là, il s'agit d'un hub. D'accord? Donc, j'ai un seul domaine de collision ici. Deuxième domaine de collision. Et troisième domaine de collision. D'accord? Donc, sur chaque domaine de collision, je vais déterminer un seul port qui est le designated port. D'accord? Donc, c'était juste une remarque. Alors, c'est quoi ce designated port? Pour trouver le designated port, donc sur chaque segment, il y a un seul designated port. C'est celui qui offre le moindre coût vers la racine. Donc, toujours le même principe. Mais maintenant, je vais me placer au niveau du segment. Donc, je me place au niveau du premier segment. Sur ce segment, il y a 2 switches. Lequel de ces switches possède un coût meilleur pour arriver à la racine? Bien sûr, c'est le switch route qui a le coût le plus faible, puisque ce port roi, il a un coût 0 pour arriver à la racine, puisqu'il est déjà sur la racine, n'est-ce pas? Alors que ce port roi de ce switch, il a un coût de 19, parce que 100 mégabits, ça correspond à 19. Donc le designated port sur ce segment, c'est le port roi de la racine. Je vais aller à l'autre segment. Maintenant, est-ce que c'est le port 4 ou bien le port roi qui a le coût le plus intéressant? Voyons. Pour ce port 4, donc il me faut un coût de 19 pour arriver à la racine. De même ici, un coût de 19. Dans ce cas, la règle dit que je dois comparer les identités des deux switches. D'accord. 32 768, 32 768. Donc je dois comparer les adresses MAC. Bien sûr, 22 est inférieur à 33. Donc c'est le port 3 qui est le designated port sur ce segment. D'accord, maintenant je raisonne en tant que segment, en tant que domaine de collision. Alors je vais aller au troisième segment. Lequel des deux ports est le plus intéressant? Bien sûr, c'est le port 4, puisqu'il a un coût 0 pour arriver à la racine. Donc c'est le port 4 sur ce segment qui est le designated port. Donc on peut conclure déjà que tous les ports de la racine du route sont des designated ports. C'est logique puisqu'ils ont un coût qui vaut 0. D'accord? Donc règle numéro 2, tous les ports du route sont des designated ports. D'accord? Et la règle numéro 3, c'est que tous les designated ports sont aussi en mode forwarding, ils sont fonctionnels. D'accord, donc ça il faut l'accepter. On va appliquer ça. Donc, je suppose que c'est le switch A qui est route, que le port 3 et 4 sont en forwarding. Pourquoi? Parce que ce sont des routes ports, donc je suppose que ce sont les routes ports. Maintenant, j'ai designated port ici, ici, et le port 3 du switch C. Donc tous ces ports, on a dit qu'ils sont en mode forwarding. D'accord.
Arrivons à la quatrième étape, bloquer tous les autres ports de cascade. Qu'est-ce qu'il nous reste comme port de cascade? F, 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 F. Il ne reste que le port 4 du switch P. C'est ce port qui sera bloqué pour l'instant, puisque ces cascades sont fonctionnelles. Si jamais il y a un problème sur l'une de ces cascades, donc il y aura réélection de la route, et puis bien sûr ce port va passer de bloqué à forwarding. D'accord? Donc vous voyez bien que tout ça, ça se passe automatiquement au niveau de vos switches pour premièrement faire l'élection du switch route et puis trouver les routes ports sur chaque switch autre que le switch route. Et troisièmement, on a dit que sur chaque segment, sur chaque cascade, on va trouver le designated port qui est un port fonctionnel pour trouver en fin de compte les ports qui seront bloqués. Mais puisque tout ça fonctionne automatiquement, pourquoi on doit savoir tout ça? Oui, c'est mon question. Alors, supposons que vous avez une architecture comme ça, d'accord, et que vous avez placé vos switches. Il a eu une élection entre les switches et ils ont décidé que le switch route, c'est celui-ci, c'est celui qui a l'adresse MAC la plus faible, d'accord. Alors, en analysant cette architecture, qu'est-ce qu'on a? Alors, ce port est bloqué. Pour aller de ce switch à celui-ci, donc je suppose que le serveur est connecté ici. Si une machine cliente veut aller à ce serveur, donc la machine cliente va arriver avec un débit de 1 giga, d'accord. Et puis, pour aller au serveur, en fait c'est pas la seule machine, il y aura beaucoup de machines qui vont arriver avec un débit très important. Et pour aller au serveur, ils vont passer par une cascade qui a un débit de 100 mégabits. Alors là, ça va faire un problème. Donc ça va engendrer des collisions, ça va engendrer une saturation de la bande passante ici, et on va ressentir une lenteur. D'accord? Donc c'est quoi la solution? La solution, c'est de changer la valeur de la priorité de telle façon à ce que le switch route ne soit pas celui-ci, mais plutôt celui-là. Imaginez que vous avez quelque chose comme ça. Donc on arrive avec 100 mégas, on passe par 1 giga pour arriver au serveur. C'est bien comme ça, n'est-ce pas? Donc on arrive avec plusieurs 100 mégas et on monte vers le serveur avec un débit de 1 giga. Donc, il est intéressant de savoir comment fonctionnait le spanning tree. Pourquoi? Parce que dans certains cas, dans quelques situations, on a besoin de changer le route, la racine, d'accord, en modifiant la valeur de la priorité. Ok? Alors, en conclusion, le spanning tree protocol, connu avec la norme 102.1d, il permet d'éliminer les boucles physiques pour éviter les boucles de commutation, d'accord? Il passe par 4 étapes. Première étape, déterminer le switch route, d'accord, par l'élection. Étape 2, on va déterminer les routes ports sur les autres switches autres que le switch route. Alors je vous rappelle que les routes ports sont fonctionnelles. Troisième étape, déterminer les designated ports sur chaque segment, sur chaque cascade, sur chaque domaine de collision. Les cascades, ils sont aussi en mode forwarding et on va bloquer les autres ports de cascade. Voilà, j'espère maintenant que vous avez une bonne idée sur le protocole spanning tree. J'espère que c'était pas trop compliqué et rendez-vous avec les exercices pour bien comprendre l'élection du route, de ces ports et du spanning tree d'une façon générale. Je vous remercie pour votre attention. Merci et au revoir.